bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette première partie d'une série de 3 épisodes autour de l'endométriose. Un sujet important pour moi, étant atteinte d'endométriose depuis 11 ans. J'ai décidé de faire 3 épisodes pour la simple et bonne raison que je vais te transmettre beaucoup d'informations. Donc je souhaitais pouvoir aller en profondeur sans avoir forcément une limite de temps. Et en un seul épisode, ce n'était clairement pas possible tellement il y a de choses à dire. Alors, comment ça va se dérouler? Dans cette première partie, on va aborder le côté plus théorique de la maladie. La deuxième partie, je te livrerai mon histoire, mon parcours. Et la troisième partie, mon hygiène de vie, tout ce que j'ai mis en place pour cheminer vers ma guérison. Je tiens à souligner que ces épisodes regroupent mon expérience, ma vision et surtout les nombreuses recherches effectuées depuis plus d'1 an. En plus, en dehors aussi de ce que j'ai fait bien avant mon diagnostic, qui a été, donc j'ai été diagnostiquée en mai 2022. Donc ces recherches, ça regroupe des documentaires, des lectures, des podcasts, donc dans les lectures compris livres, articles de blog, etc. Je te mettrai les plus importants, les plus pertinents dans le descriptif de l'épisode. Je ne suis en aucun cas médecin ni gynécologue et je n'en remplacerai en rien l'avis médical, ni les traitements prescrits, ni les consultations, ni toute autre chose en lien et autour de ta santé. Donc je t'invite à continuer le travail que tu fais avec un professionnel de santé si tu es atteinte d'endométriose. Enfin, cet épisode est vraiment dédié aux femmes, mais aussi aux hommes, à un but éducatif et surtout préventif. Tu es peut-être toi-même atteinte d'endométriose. Je suis sûre que si ce n'est pas ton cas, tu connais une femme autour de toi atteinte d'endométriose. Tu es peut-être une mère ou un père. Et cet épisode est tout autant important pour toi. Alors faisons ensemble diffuser l'information au plus grand nombre en partageant cet épisode autour de toi. Donc diffuse-le sur les réseaux, envoie-le à tes proches, à tes collègues, à ton patron, bref, à tout le monde. C'est un sujet d'actualité, mais c'est surtout un sujet hyper important qui regroupe pas seulement que cette maladie, mais notre santé aussi de manière générale, notre mode de vie qui nous rend malades. Enfin, pour terminer, si tu as été récemment diagnostiquée et que tu n'es pas encore prête à écouter ce que je vais te dire, car cela peut être dur, difficile, ok, il y a des choses qui sont assez sensibles, alors prends ton temps, c'est normal, ok, j'ai traversé aussi cette phase lorsque j'ai eu mon diagnostic et c'était vraiment pas facile, il y a eu plein d'émotions, donc je comprends tout à fait qu'on n'a pas forcément envie d'entendre des choses sur la maladie, mais lorsque tu seras prête à écouter cet épisode, diffuse-le, fais aussi entendre ta voix et reprends ton pouvoir, car la connaissance, c'est vraiment ce qui te permettra de ne plus être une victime de la maladie, mais actrice et guerrière de ton mieux-être et de ta guérison. Alors on va commencer tranquillement. Donc dans cette première partie, on va voir déjà qu'est-ce que l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique, inflammatoire, complexe, polymorphe. Rien que ça. On l'a dit, similaire au cancer bénin, par le fait qu'elle partage en fait une croissance invasive, donc tu peux en avoir vraiment partout, débridée aussi, parce qu'elle n'a pas une seule forme de développement, elle peut avoir différentes formes dans la manière dont elle se développe. Une tendance à la métastase, donc le fait qu'elle soit invasive, comme je t'ai dit, elle va se développer un petit peu partout, et à la récurrence, c'est-à-dire qu'elle peut stagner,
D'accord, elle peut ne pas, évoluer comme elle peut, vraiment évoluer, régresser, enfin et cetera et cetera. C'est vraiment il y a plein d'endométrioses différentes, ça on va le voir et on est toutes différentes, OK? Donc il y a vraiment pas chaque endométriose, c'est plutôt ça et unique. Donc en gros, c'est une maladie qui va toucher une femme menstruée sur 10. Donc c'est une maladie qui est en lien avec le cycle menstruel, notamment avec ton système hormonal. En gros, l'endométriose, c'est vraiment un excès d'œstrogène. Mais alors attention, elle touche pas seulement que les femmes. Il y a des cas d'endométriose qui ont été, des cas rares hein, d'endométriose, qui ont été retrouvés chez des hommes. Comme je te l'ai dit, c'est une maladie qui est rattachée avec l'œstrogène. C'est vraiment un excès d'œstrogène. Il ne faut pas oublier que les hommes ont aussi des œstrogènes en quantité vraiment infime. En gros, l'œstrogène, c'est une hormone qui est responsable du développement des seins, de l'élargissement des hanches, de la pilosité, des menstruations, mais pas seulement. Elle a un effet sur notre perception, nos émotions. Homme ou femme, elle a une action aussi sur la trame osseuse qu'elle fortifie et a aussi un effet modeste sur l'équilibre des lipides, donc les graisses. Alors comment elle se déclenche? À chaque cycle menstruel, donc il y a une muqueuse qui va croître sous l'influence des hormones œstrogènes et de la progestérone, hein, fabriquée dans les ovaires que l'on nomme l'endomètre. Donc là, il y a un deuxième point super important car il y a des femmes à qui on a fait une hystérectomie, donc c'est une ablation de l'utérus en leur disant que ça solutionnerait leur douleur et stopperait l'évolution de la maladie. Mais même après ça, elles ont toujours les mêmes problèmes, elles souffrent toujours autant et ça n'a pas pour forcément stopper l'évolution de la maladie. Bah oui, c'est normal. Les oestrogènes sont sécrétés par les ovaires. Donc, tant que tu les as, cela ne va rien changer en plus des effets secondaires du retrait de l'utérus. Alors, encore une fois, attention, je rappelle que parfois on n'a pas le choix. Ok? Donc, pour en revenir à l'endomètre, lorsque la muqueuse elle est très épaisse, elle va se décrocher et tomber, provoquant un saignement. Donc ça, ce sont les menstruations, soit plus communément appelées les règles. Donc il y a tout l'endomètre en fait qui est évacué par les saignements et tu vas avoir une nouvelle muqueuse qui va repousser et le saignement va s'arrêter, pardon, et donc là, il y a un nouveau cycle menstruel qui commence. Donc à chaque cycle menstruel, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y aura ce saignement, à chaque fois, on va avoir l'endométriose qui va prendre sa place, qui va prendre son pouvoir. Donc, il y a encore une raison qui est assez méconnue par rapport à ça, c'est-à-dire que l'endométriose et les cellules, ce sont des cellules qui sont semblables à l'endomètre. Ce n'est pas de l'endomètre, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le troisième point super important. C'est pour ça que je te dis bien semblable. C'est-à-dire que ces cellules, elles se greffent à un endroit autre que la cavité utérine, d'accord? Et elles vont réagir sous l'influence, enfin comme si c'était de l'endomètre, donc comme j'ai dit, sous l'influence de tes menstruations. Donc ces cellules, elles peuvent se greffer à un autre endroit hein, que la cavité utérine, c'est-à-dire que tu peux en avoir dans la cavité abdominale, tu peux en avoir au niveau du rectum, au niveau de tes ovaires, des trompes de Fallope, tu peux en avoir sur la vessie, sous le péritoine aussi. Donc le péritoine, c'est la membrane qui recouvre et maintient en place ta cavité abdominale pardon, et tes viscères. Donc souvent on en retrouve sur les ligaments utérosacrés. Tu peux avoir aussi de l'endométriose placée où tu as eu des cicatrices de césarienne, des cicatrices de célioscopie, voire même d'épisiotomie, pardon. Donc, il y a aussi des cas vraiment plus rares où on a retrouvé de l'endométriose sur le diaphragme, au niveau pulmonaire, au niveau des sinus et voire même du cerveau. Donc ça, c'est vraiment des cas rares, mais des cas qui existent.
Donc lorsque ces cellules endométriques se situent dans l'utérus et saignent par le vagin, donc on parle d'adénomiose, d'accord? Donc ça c'est vraiment une grosse différence à comprendre. C'est-à-dire que l'endométriose, elle se place en dehors de la cavité utérine, alors que l'adénomiose, elle est à l'intérieur de l'utérus, voire même tu peux en avoir aussi sur le vagin, etc. Donc les signes cliniques sont un peu différents, mais par contre, elles donnent des douleurs vraiment insupportables et extrêmes pendant les rapports sexuels, en plus de provoquer des règles abondantes avec anémie, ce qui n'est pas le cas de l'endométriose. Donc ça, c'est déjà la différence à bien comprendre et à bien savoir. Alors, il y a différentes théories en cause de cette maladie. Donc aujourd'hui, en fait, il est encore très difficile de déterminer pourquoi on a cette maladie. Même si on a fait quelques avancées, hein, mais la France a plus de 20 ans de retard par rapport à nos voisins anglo-saxons, américains et la Suisse, hein, ce qui est mais énorme. Bref, des fois ça me sidère parce que c'est pas, il n'y a pas que dans le domaine médical où on a énormément de retard, mais bon bref, c'est pas le sujet de cet épisode de podcast. Donc on a énormément à apprendre sur les autres pays. Je te mettrai aussi un livre qui est très intéressant d'une nana qui a de l'endométriose, qui a justement écrit un livre sur tout ce qui se passe à l'étranger autour de l'endométriose. Donc il faut compter environ entre 7 et 9 ans pour poser le diagnostic, hein, donc d'où une grande errance médicale et beaucoup de souffrance, hein, pas seulement que physique, mais aussi mentale, parce que bah, on est aussi face à une incompréhension, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça, c'est une des choses qui peut être vraiment très dure à vivre. C'est pour ça que si tu souffres de règles douloureuses ou de douleurs pendant l'ovulation, je t'invite fortement, mais vraiment à consulter ton gynécologue. Ça ne veut pas dire que tu as de l'endométriose, hein, mais au moins tu auras fait les examens nécessaires pour savoir si c'est le cas. Donc il ne faut pas oublier non plus que c'est une maladie qui est récente, hein, comme je te l'ai dit, ça fait que 7-9 ans, qu'on met 7-9 ans pardon, pour poser le diagnostic, hein, donc ça fait même pas allez, 10 ans qu'on entend que les gynécologues et les autres médecins ont commencé à entendre parler de l'endométriose, même s'il y a des spécialistes, hein, dont Peter von Théobald, je ne sais pas si je dis bien son prénom, donc c'est son nom, pardon. Donc c'est un médecin en plus qui est basé à La Réunion au CHU Nord et qui est spécialisé dans l'endométriose, donc ça fait 30 ans. Il a écrit justement un livre sur l'endométriose, comprendre la maladie, soigner la douleur et traiter l'infertilité. Je te citerai quelques passages, ça va être également un livre qui m'a aidé à la construction aussi de cet épisode. Donc, pour en revenir à ça, c'est-à-dire que des fois, le gynécologue que tu vas aller voir, donc surtout si c'est un gynécologue qui est ancienne génération, lui qui n'est pas forcément, alors même s'ils sont de plus en plus renseignés et formés sur le sujet, mais moi c'est ce qui m'est arrivé aussi, mais ça j'en reparlerai plus dans le deuxième épisode, hein, sur mon parcours, mon histoire autour de l'endométriose. Bah souvent on peut dire ah bah j'ai mal, ok bon bah t'as mal, voilà, allez c'est normal, elle a mal, allez prends un anti-inflammatoire et ça va passer. Non, non, non. Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant tes règles, ok? On ne doit pas avoir mal. Donc ça, je l'ai déjà même souligné dans l'épisode sur les menstruations, sur la phase de la sorcière, justement, ce n'est pas normal d'avoir mal. Donc si c'est ton cas et que ton gynécologue, il te dit ça, je t'invite soit à insister fortement pour avoir des examens poussés, soit change tout simplement de gynécologue et va aller voir quelqu'un qui sera prêt à t'entendre avec bienveillance et respect envers ce que tu traverses et envers ta douleur. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on en entend vraiment partout, partout parler, ok? Je suis sûre que en dehors de moi, tu as
dans ton entourage, encore une fois, une ou plusieurs femmes touchées par ce fléau, parce que oui, c'est un fléau et je pense que ce n'est que le début. Et tu comprendras pourquoi. On en revient aux différentes théories sur la maladie. Donc tu vas avoir la première qui est le reflux du sang, qu'on appelle également flux rétrograde. Pendant les menstruations, lorsque tu as donc tes lunes, le sang coule vers le vagin, mais aussi vers la vulve, mais également dans une moindre mesure à travers les trompes, donc vers la cavité aussi abdominale. Cela a été visualisé par cœlioscopie, donc, et aussi par échographie. Après, pourquoi chez certaines femmes ça déclenche une endo et pas chez d'autres, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment encore. La deuxième chose, c'est qu'on parle aussi d'une transformation de cellules indéterminées du péritoine, donc qui dériverait d'un tissu embryonique. En gros, ces cellules sont présentes dans la peau qui tapisse l'intérieur du ventre en quantité très faible depuis et avant ta naissance. Donc ces cellules que l'on nomme embryonnaires font partie des cellules ayant permis de former l'utérus, les trompes et le vagin. Certaines se seraient mises en sommeil, pour quelles raisons, et se seraient réveillées plus tard pour se transformer sous l'influence de quel signal. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Comme je t'ai dit, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la maladie, que ça soit en tant que patiente, donc en tant que personne atteinte de cette maladie, mais aussi les médecins et tout le corps médical, même si ça change petit à petit, on avance dessus. Alors qu'est-ce qui peut déclencher la maladie? Là, encore une fois, il y a plusieurs facteurs potentiels. On va voir en premier le facteur génétique, c'est-à-dire que la recherche a montré que si une femme souffre de la maladie, sa fille aura un risque sur 3 d'avoir une endométriose, ce qui est énorme. Il y a donc l'approche de la mémoire cellulaire, soit l'épigénétique, qui est l'étude des épigomes. Ce sont des substances chimiques et des interrupteurs dans notre ADN qui transmettent des instructions aux gènes. Okay, donc je rappelle que l'ADN est l'initiateur essentiel des caractéristiques physiques et même mentales et émotionnelles. Donc dans l'ADN, on a quelque chose qui va activer ou désactiver les gènes, ce qui va grandement influencer ce que chaque individu est et deviendra. Donc il y a quelque chose en lien avec notre environnement qui incite certaines gènes à détruire. Pourquoi? Quel est cet environnement? Cela nous relie aussi donc à notre transgénérationnel. Plusieurs cas ont montré qu'une femme ayant une endométriose a eu des violences physiques, sexuelles, abus, viols. Et si ce n'est pas le cas dans cette vie-là, peut-être que tu n'as jamais eu ces violences-là, on en revient à la mémoire cellulaire, à notre transgénérationnel qui porte une attention particulière à la lignée féminine qui aurait pu subir ces graves traumatismes qui malheureusement nous retransmet cette souffrance en déclenchant une maladie gynécologique. Le deuxième facteur, ça va être le facteur environnemental. C'est-à-dire que la pollution, que ce soit celle de l'air, donc par les activités industrielles ou domestiques, et donc ça c'est vraiment ce facteur-là, c'est un facteur au final général, d'accord? Donc ça c'est un facteur que tout le monde devrait écouter, que tu aies de l'endométriose ou pas, que tu sois en bonne santé ou pas. Il faut prendre en compte ce facteur environnemental. Donc j'en reviens à la pollution, donc il y a la pollution de l'air, d'accord, par les activités industrielles ou domestiques ainsi que les transports. Donc elles sont aussi émises par l'agriculture. Donc on a aussi la pollution de l'eau, la pollution des sols qui se retrouvent dans notre alimentation avec des pesticides, des engrais. Donc je rappelle que les engrais quand même, ce sont les molécules, engrais et pesticides, ce sont des molécules issues du recyclage des gaz de combat et des explosifs de la Première Guerre
mondial. Et là, j'ai envie de te dire, waouh! Et j'ai envie de te dire aussi, allô! Là, on n'arrive même pas à comprendre ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu achètes en dehors de l'agriculture biologique ou même de quelque chose qui n'a pas eu des pesticides, voire engrais, même si je dis pas que l'agriculture biologique est 100% sans pesticides, d'accord? Mais dis-toi que ce que tu manges, il y a des gaz de combat, ok? Des explosifs, donc des trucs mais hyper chimiques. Bref, là n'est pas le débat par rapport à ça, hein. C'est juste pour t'éclairer aussi et pas non plus faire l'autruche par rapport à notre mode de vie actuel. On a aussi le plastique, ok? Le plastique, plastique qui a certainement révolutionné notre monde, hein, quand je parle de l'époque Tupperware et compagnie, mais le plastique, aujourd'hui, il va falloir aussi s'alarmer par rapport à ça. Du plastique, tu en as partout. Quand je dis partout, c'est que tu en retrouves même dans l'eau, tu en retrouves dans les cosmétiques, tu en retrouves dans ton alimentation, tu en retrouves mais vraiment mais partout, dans les vêtements, dans les crèmes, comme j'ai dit dans les cosmétiques, enfin vraiment, il y en a partout. Donc, on va aussi avoir les médicaments, d'accord? Donc les médicaments que l'on va prendre, les médicaments qui ont été donnés si tu manges par exemple de la viande. Donc n'oublie pas que quand tu vas manger ta viande, tu manges aussi les médicaments. Donc tout ça, qu'est-ce que ça va créer aussi? Ça va générer des perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, d'accord? Endocriniens, c'est le système hormonal. Donc ça va perturber ton système hormonal et surtout, ça va surtout générer donc, tous ces polluants, les fameux xénoœstrogènes. Donc les fameux xénoœstrogènes, ça va être des oestrogènes, des faux oestrogènes, ok, qui vont imiter les oestrogènes et qui vont conduire à un déséquilibre hormonal. Donc d'où les hommes au final qui peuvent avoir de l'endométriose. Si eux-mêmes déclenchent un excès d'oestrogènes, donc ils peuvent avoir un risque de déclencher une endométriose. Mais tu as aussi d'autres perturbateurs endocriniens, et donc là je vais te citer justement les perturbateurs de Peter Van Delbal dans son livre sur l'endométriose. Donc l'axe des causes toxiques a aussi été investigué, donc certains composants chimiques ont montré leur influence néfaste vis-à-vis de la maladie, comme le PFOA, donc acide perfluoroctanoïque, j'espère que je le dis bien, qui se retrouve donc dans des composants de certains ustensiles de cuisine, des cosmétiques, des emballages, pizza et popcorn, mais aussi dans des produits anti-taches présents dans les textiles, les vêtements, les chaussures, les meubles et les moquettes, ou encore dans des peintures et des lubrifiants. Il est extrêmement persistant dans l'environnement où on le trouve presque partout, jusque dans l'Arctique. Comme la benzophénone, qui est une cétone bicyclique, utilisée comme filtre UV dans les produits cosmétiques, donc les protections solaires, dans les encres d'imprimerie, comme intermédiaire pour la synthèse de composés pharmaceutiques et agrochimiques, ou encore dans l'industrie des parfums. Autre toxique, le lindane, qui est un insecticide organochloré, commercialisé depuis 1938. Il est utilisé en agriculture et dans les produits pharmaceutiques pour le traitement de la gale et l'élimination des poux. Tout ce que ça va générer aussi, les perturbateurs endocriniens, ça va avoir un impact sur notre fertilité. Donc ça, la fertilité, je vais en reparler après. Endo, encore une fois, ou pas. C'est quand même alarmant. Pourquoi il y a de plus en plus de couples qui ont du mal à avoir un enfant? Endométriose ou pas? Il faut se poser la question. Les perturbateurs endocriniens féminisent notre espèce et rendent les hommes et les mâles, ok, donc stériles. Donc là, je parle même au final des animaux. Donc il y a le professeur émérite Pierre-Marie Martin qui
qui disait si les générations d'aujourd'hui ne changent rien, l'espèce humaine va disparaître. Parenthèse fermée. Je continuerai pas le débat là-dessus. J'en reviens aux facteurs. On va avoir le facteur de stress également. Donc la pollution est un facteur de stress. Là, je parle plus du stress plus personnel. C'est-à-dire ton cadre de vie. D'accord? Est-ce que tu vis dans un environnement stressant? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi? Est-ce qu'il va y avoir aussi du stress lié à tout ce qui va être les champs électromagnétiques, tout ce qui va être les ondes, si tu habites près d'une grosse antenne, s'il y a la 5G, si tu as une centrale nucléaire à côté de chez toi, enfin bref, tout ça. Ok, mon but, encore une fois, dans cet épisode, c'est pas de te faire paniquer sur toute chose, c'est juste pour aussi que tu prennes conscience que tout ça, ça a un impact sur notre santé. Ensuite, on va avoir aussi le métier que tu vas faire. Si tu as un métier qui est hyper stressant, si tu as une charge mentale incroyable, tout ça, ça va générer le stress. Ok, le stress oxydatif, donc ça accélère le vieillissement, ça crée de l'acidité aussi dans ton organisme, inflammation, diminution d'immunité, etc., qui peuvent malheureusement déclencher aussi des maladies. Le stress aussi lié à tes relations, si tu es dans des relations qui ne sont pas saines, des relations qui sont toxiques, énergivores, tout ça, ça crée du stress. On va aussi avoir tout ce qui va être en lien avec nos blessures émotionnelles, mais aussi les traumas, d'accord, etc., etc. Donc oui, ça fait beaucoup de facteurs pour une maladie. Donc tu peux voir qu'il y a énormément de causes possibles, ce qui peut être aussi très long dans un processus de guérison. On dit que c'est une maladie incurable, mais qui disparaît complètement après la ménopause, car il n'y a plus d'œstrogène produit dans les ovaires. Mais attention, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs qui peuvent persister, donc à cause de la maladie, donc les séquelles de la maladie. Hein. Si par exemple tu as dû être opéré pour qu'on t'enlève des nodules, des fibromes, et s'il y a aussi des adhérences, comme j'ai dit, tout ce qui va être nodules, fibromes, etc. S'il y a eu l'atteinte d'autres organes, donc forcément ça va aussi créer des séquelles. Donc même après une ménopause, malheureusement, on peut encore en souffrir, moins peut-être, mais il peut y avoir encore des conséquences. Mais il peut aussi ne plus rien avoir. Pour ma part, et selon mes recherches, et les femmes atteintes avec qui j'ai pu discuter, hein, donc j'ai pu discuter avec des femmes qui avaient de l'endométriose et qui avaient aussi de l'adénomiose et qui ont réussi à guérir complètement de la maladie. Ok, aujourd'hui, elles n'ont plus rien, ni endo, ni symptômes, et ne ce sont pas des femmes qui sont non plus ménopausées. Donc, pour moi, et ça reste mes croyances personnelles, quand on me dit qu'on ne peut pas guérir de la maladie, je n'ai pas envie d'y croire. Mais ça reste ma croyance et j'en reparlerai plus dans les 2 prochains épisodes consacrés donc à mon histoire, mon parcours et tout ce que j'ai mis en place pour aller justement vers ce chemin de guérison. Pour moi, tout est possible, ok? Donc les miracles, ils existent, la guérison aussi. Mais on en reparlera. Donc, je vais maintenant t'expliquer un petit peu quels sont les impacts de la maladie. En premier, il existe déjà différentes localisations d'endométriose. Donc, en fonction de là où va être localisée ton endométriose, tu vas avoir, on va dire, des impacts un petit peu différents, même si il y a des choses communes par rapport à l'endométriose. Donc déjà, les différents types aussi d'endométriose qu'on va voir. Tu vas avoir en premier l'endométriose qu'on appelle ovarienne, où on a des cellules endométriosiques sur l'ovaire, par exemple, qu'on appelle également
Donc les kystes au chocolat, qui sont aussi, c'est le même nom qu'on apporte aussi à ces nodules endométriosiques, tu peux avoir aussi en dehors des ovaires. Donc là, oui, la fertilité, elle peut être impactée si tu as de l'endométriose sur tes ovaires. Donc ça peut abîmer cet ovaire, carrément l'obstruer, ok, l'étouffer, entre guillemets. Et donc forcément, l'ovaire ne pourra plus avoir son rôle et donc la fertilité va être compliquée. Tu peux aussi avoir des nodules en dehors des ovaires, hein, qui peuvent par exemple se placer sur les trompes de Fallope et aussi en dehors donc, de l'appareil génital. Donc là aussi, si ça vient se placer sur les trompes de Fallope, ça peut aussi obstruer le passage des spermatozoïdes et donc avoir un impact aussi sur ta fertilité. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'endométriose superficielle. Donc généralement sur le péritoine. Ou lorsqu'il y a saignement dans le ventre et après, lors de la cicatrisation, donc ça va créer des rétractations des tissus, d'accord? Donc c'est-à-dire ça saigne, c'est comme si ça sèche, c'est en train de cicatriser, ok? Et ça aussi, donc ça peut créer aussi des nodules, mais ça peut aussi créer des adhérences, une restriction aussi de tes tissus, donc une perte de mobilité. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir, si tu as deux surfaces à proximité qui vont saigner, et bien au fur et à mesure, elles peuvent aussi cicatriser ensemble. Donc là, il va y avoir aussi un gros impact, hein, donc ça va créer une grosse adhérence, comme une soudure entre des tissus, entre des organes aussi. Donc ça, ces accolements, ils peuvent être à l'origine de douleurs en dehors aussi des menstruations, donc parfois à l'ovulation, là où tu as le pic d'œstrogène, parce que je te rappelle que l'endométriose est un excès d'œstrogène. Et donc, pendant ta phase d'ovulation, tu as le pic d'œstrogène vu que tu as l'ovule qui a été éjecté, qui se prépare à être fertilisé. Donc forcément, il y a un excès d'œstrogène pour préparer toute cette petite, petite usine qui se fabrique dans ton corps et malheureusement, donc ça crée aussi des douleurs. Ensuite, on va avoir l'endométriose profonde, donc recto-vaginale, donc qui se greffe sous le péritoine cette fois-ci, donc par exemple, comme je l'ai déjà dit, sur les ligaments utérosacrés. Donc ça peut aussi se placer entre le vagin et le rectum, mais aussi dans le rectum. Donc là, on peut avoir un impact sur la sexualité, donc avec des douleurs très intenses, hein, à la pénétration, voire une pénétration même impossible, car le pénis, en fait, il peut venir buter sur le ou les nodules, donc qui sont en dehors hein, du vagin, sinon c'est de l'adénomiose, hein, je rappelle aussi. Donc tout ça, ça peut venir appuyer, donc ça peut faire vraiment mal. Donc il y a peut-être des postures dans ta sexualité que tu ne vas pas pouvoir pratiquer, ou alors il va falloir vraiment adapter pour que tu aies vraiment un grand confort par rapport à ça. Tu peux aussi avoir le fait d'avoir de l'endométriose au niveau du rectum, ça peut aussi te provoquer des douleurs à la défécation. On peut donc trouver du sang dans tes selles, donc qui est en fait du sang qui se trouve dans le rectum. Voilà. Donc c'est pas hyper glamour tout ça malheureusement, mais bah, ça fait partie aussi de ce que tu peux avoir. Ensuite, on va avoir de l'endométriose profonde vésicale. Donc ça, c'est l'atteinte de la vessie. Donc tu peux avoir des douleurs lorsque tu urines pendant les lunes. On peut également retrouver du sang dans tes urines. On peut avoir ensuite de l'endométriose urétérale, donc c'est l'atteinte des uretères. Donc c'est les uretères, c'est le tuyau qui va rejoindre le rein à la vessie, ce qui peut provoquer vraiment des graves conséquences, car cela peut boucher l'urétère et voire même avoir du coup aussi l'atteinte des nerfs de la vessie.
Ensuite, tu vas aussi retrouver l'endoneuropathique, hein, donc malheureusement, c'est quand tu as l'atteinte des nerfs qui provoque une inflammation et qui vont provoquer aussi des douleurs en dehors même de tes menstruations, donc un petit peu comme avoir des douleurs pendant la phase d'ovulation, où là, tu peux avoir vraiment coup de poignard, sensation de brûlure, une sorte de grosse décharge, électrique ou un engourdissement, de la peau, enfin vraiment, tout ce qui est en lien avec, les nerfs. Voilà. Après, on peut aussi avoir, d'autres localisations, hein, d'endométriose et donc là, j'en reviens aussi au livre de Peter van den Theobald, où tu peux, voilà, et on peut retrouver, voilà, des, nodules au niveau, donc comme j'avais dit, du diaphragme. Donc hein, le diaphragme, donc c'est cette membrane qui sépare l'abdomen du thorax. Donc cette localisation, comme il dit dans son livre, hein, elle est rare mais non exceptionnelle. Donc là, elle peut provoquer des douleurs respiratoires lors des règles. Elle peut déchirer le diaphragme et créer un hématome entre le poumon et les côtes. Donc là, tu peux avoir un épanchement pleural de sang, voire déchirer un poumon pendant les règles et entraîner une difficulté respiratoire brutale importante, hein, donc un pneumothorax nécessitant une intervention urgente. Donc même chose, tu peux aussi avoir donc voilà, une localisation pulmonaire, hein, qui peut aussi entraîner un pneumothorax aigu. Tu peux avoir de localisation entre les deux poumons, donc à cet endroit tu as des nerfs qui passent et qui vont vers les épaules et les bras, donc leur compression par un nodule d'endométriose, ça peut provoquer des douleurs dans le membre supérieur pendant les règles, donc la névralgie brachiale. On a retrouvé l'endométriose au niveau, donc comme j'avais dit, des sinus, qui peut faire des saignements en fait douloureux pendant tes règles. Voilà. Et après, comme j'avais dit, on pouvait aussi retrouver de l'endométriose au niveau du cerveau, qui peut provoquer vraiment des crises convulsives pendant les règles, donc qui sont liées à un hématome dans le cerveau. Donc ça, c'est vraiment des cas assez rares. Donc là, voilà, maintenant, tu as un petit peu, on va dire, une vue d'ensemble globale de ce que peut provoquer l'endométriose. Maintenant, on va parler un petit peu plus des conséquences, et je terminerai avec les conséquences de la maladie. Donc, on va avoir déjà une conséquence physique, hein, donc tu vas avoir des douleurs pendant les règles, mais aussi à l'ovulation, ok? Donc moi personnellement, des fois j'ai les deux. Des fois, j'ai pas forcément mal pendant mes règles, mais par contre à l'ovulation ou quelques jours avant l'ovulation et le pic d'ovulation, je vais avoir vraiment très mal. Donc on est tous différents par rapport à ça. Donc qu'est-ce que ça va causer aussi? Donc ça va causer pardon, une inflammation chronique. En fait, le corps, il essaye de réparer en permanence à chaque fois qu'il y aura des menstruations, donc à chaque fois qu'il y aura des saignements, à chaque fois qu'il va devoir recicatriser tous les saignements, tout ce qui s'est passé dans le corps en dehors de la cavité utérine. Donc ça crée de l'inflammation vraiment aiguë et chronique. Donc ça peut aussi engendrer une diminution de ton immunité, ça peut te générer de la fatigue. Donc tu peux rentrer dans un cycle vraiment de fatigue chronique. Tu peux avoir aussi de la fièvre, des congestions, une perte vraiment de mobilité. Ça peut aussi avoir un impact, donc comme on l'a un petit peu abordé, sur la fertilité en fonction, bien entendu, de là où est située ton endométriose. Donc ça, par contre, c'est super important de retenir que ce n'est pas parce que tu as une endométriose que forcément tu es stérile. D'accord? Il y a des femmes atteintes qui ont eu aucun souci pour concevoir, qui n'ont pas eu besoin non plus de faire appel à de la PMA et qui ont eu des grossesses qui se sont très très bien passées, et pareil pour l'accouchement. Donc c'est là où en fait ce que je te disais au début, c'est que chaque endométriose est différente, tout comme chaque femme. Après, oui, l'endométriose
peut augmenter grandement l'infertilité, mais ça peut être aussi l'infertilité, elle peut être aussi due à un autre facteur, d'accord? Comme j'ai dit, il n'y a pas que l'endométriose qui rentre dans les maladies, gynécologiques. Donc ce que l'on sait aussi, c'est que l'endo va aussi impacter les autres systèmes et notamment le système digestif et surtout le microbiote intestinal, mais aussi, vaginal. Donc tu vas avoir un déséquilibre de tes 2 microbiotes beaucoup plus important et donc ça peut aussi engendrer une sensibilité, voire même une hypersensibilité, plus accrue, après parce que, encore une fois, l'endo n'est pas non plus responsable de tous les maux en lien avec, ton côlon et cetera, mais par contre, la flore est beaucoup plus sensible, donc tu peux avoir tout ce qui va être, en déséquilibre avec, la flore. Donc tout ça, ça va être aussi, un impact, sur ton énergie, sur, ton humeur, et cetera. Ensuite, on va avoir vraiment les conséquences au niveau, mental. Donc, conséquences qui est tout aussi, importante et qui pourrit, tout aussi, la vie. Parce que ça va beaucoup jouer aussi sur, notre, morale. Ça va jouer aussi sur notre, motivation. Il y a des jours, où malheureusement, bah, on peut être, dans bien dans un bon état d'esprit, on va dire et puis, bah, d'un coup, bam, t'as as, cette endométriose, qui te fait un petit peu, coucou et en fait qui te pourrit ta journée, quoi. Donc c'est une maladie de merde, hein, faut le dire, parce que des fois, t'es là, t'es bien et puis d'un coup, t'es pas bien, voilà et c'est pas forcément aussi, de ta faute, hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut aussi, se sortir de la tête, c'est que des fois, ce n'est pas non plus ta faute. Donc ça va jouer vraiment sur ta motivation. Ça peut jouer du coup, ça va impacter tout le reste en fait. Ça va venir impacter aussi la confiance que tu as en toi. Ça va jouer aussi sur l'estime que tu as pour toi-même, sur tout ça parce que, des fois, tu peux avoir des ressentiments, OK? Envers toi-même aussi, avant tout, envers, la maladie, ce qui peut engendrer aussi de la colère, ce qui peut engendrer aussi de l'injustice. Tu vas avoir aussi un gros impact, bah, forcément sur ta vie, sociale et même, professionnelle, OK? Où tu vas aussi avoir des gens, bah, qui vont pas comprendre parce que tu as des gens qui sont pas éduqués, c'est sur cette maladie et qui vont te dire, «Oh, c'est bon, tu juste mal au ventre, serre les dents», hein. Moi, on me l'a déjà dit ça, hein, serre les dents, OK? Mais, en fait, j'ai envie de te dire, les gens déjà, ils savent pas ce que tu es en train de vivre, heu, ils pourront jamais comprendre et les douleurs de l'endométriose n'ont rien à voir juste avec un mal de ventre, on va dire, un petit peu plus, modéré, parce que tu as mangé quelque chose, qui n'était pas bon pour toi ou parce que des fois tu as tes menstruelles, il s'est passé un petit truc et tu as ton ventre qui est un petit peu plus, ballonné et que tu pas confortable et que voilà, ça n'a rien à voir avec ça. OK? Donc ça, faut vraiment le comprendre pour les personnes autour de nous. Quand on vous dit qu'on a mal, c'est qu'on a mal et on fait pas exprès. Et des fois, tu ne peux pas non plus serrer les dents, OK? Tu es dans la douleur. Donc ça, c'est super important aussi à entendre et ça, c'est un truc des fois qui m'énerve, hein, là-dessus, je pense que tu peux le sentir dans ma voix parce que moi aussi, j'ai entendu plein de fois, même, pendant, mon adolescence, hein, j'en ai déjà parlé aussi sur l'épisode, sur, les menstruations sur la face de la sorcière et j'en reparlerai aussi dans mon histoire et le parcours, par rapport à tout ce qui est en lien avec mes menstruations, l'endométriose, jusqu'à mon diagnostic. Heu, mais moi, c'est quelque chose qui m'a profondément agacée et qui m'a aussi provoqué une grosse souffrance. Parce qu'en fait, on est du coup avec des gens qui ne sont pas du tout dans de la bienveillance et nous, ça nous engendre aussi de l'incompréhension. On se sent pas entendu, on se sent pas écouté. Et ça, c'est aussi même dans le domaine aussi, médical. Quand on va voir des médecins, qu'on dit qu'on a mal et qu'on minimise, heu, cette douleur en fait, on la diminue alors qu'elle existe, elle est réelle. Entends-moi quand je suis en train de te dire que j'ai mal. Mais si toi après tu es mal à l'aise, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi répondre ou, bah, voilà, tu es là, tu es face à ça, bah, OK, c'est juste. Mais par contre, essaie de prendre de la hauteur.
et juste essaye de respecter la personne quand elle te dit peut-être qu'elle ne peut pas faire ça, ou parce que elle est pas bien, elle ne peut pas sortir, ou parce qu'elle peut pas aller travailler, elle peut pas faire ce que tu lui as demandé, parce que elle a mal, en fait. Donc ça, il faut vraiment l'entendre. Donc ça a aussi un gros impact sur, comme j'ai dit, la vie sociale, la vie professionnelle, ta vie familiale. Ça peut aussi impacter ta vie de couple. Parce que, voilà, si tu as des problèmes, après, t'es pas bien, t'es tout le temps fatigué d'énergie. Si tu as des problèmes aussi dans ta sexualité, ça va impacter aussi tout ça, ton couple. Et encore une fois, tu peux aussi avoir cette carte, voilà, c'est de ma faute, c'est à cause de moi. Et je peux te dire, mais comment ça se passe à l'intérieur mentalement, ça peut être hyper dur, très, très sombre et très noir en fait. Donc ça peut emmener non seulement du stress et aussi de l'anxiété, d'accord? De l'anxiété parce que des fois tu peux aussi, même si tu as des périodes où tu peux être bien, tu peux redouter les moments où tu vas être pas bien en fait, où tu vas avoir mal. Et donc c'est juste horrible quand tu es dans cet état-là, voilà. Donc tout ça, ça peut t'engendrer de la déprime et voire même des choses beaucoup plus graves en fait. De la dépression, dépression hyper profonde. Donc un mal-être qui peut te suivre. Donc voilà, un petit peu par rapport à ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, que c'est tout ça, ça va aussi fortement influencer sur ton système nerveux qui sera plus sensible et plus fragilisé par rapport à ça, parce que en fait, ton système nerveux, il est limite en permanence en train de se battre. C'est comme si là, ton corps et ton esprit, tout ça, c'était un gros champ de bataille contre la maladie. Donc tu peux avoir un système nerveux qui peut être plus facilement aussi dérégulé. Ok, et si ton système il est dérégulé, eh ben forcément tout le reste, tout ce que j'ai dit avant, ça va être aussi intensifié. Tu peux aussi rentrer dans un cercle vicieux de fatigue, douleur, émotion, de ce que ça va engendrer. T'es fatigué, du coup t'as encore plus mal. Du coup, les émotions, ça peut être de la culpabilité, voire même de la honte, de la tristesse. Ok, donc tout ça, de la peur aussi face à la maladie. Donc ça aussi on oublie, mais tu peux avoir cette peur de te dire j'ai peur de ne jamais m'en sortir, j'ai peur que ça évolue, j'ai peur d'être stérile, j'ai peur de ne jamais avoir d'enfants si c'est ton désir d'avoir des enfants, j'ai peur de ne pas être avec quelqu'un qui comprend cette maladie, j'ai peur, etc. Donc imaginez un petit peu euh, le poids en fait, le fardeau de cette maladie. C'est un fardeau. Ça peut être aussi un cadeau, même si des fois on ne peut pas le voir sous cet angle-là. Mais ça peut être aussi un messager, d'accord? D'où le titre que j'ai écrit, l'endométriose, souffrir pour exister. Parce que c'est une maladie qui va te demander de reprendre ton pouvoir sur ta vie. Elle est un messager. Et ça, on va le voir dans les 2 prochains épisodes. Voilà. Merci à toi, merci d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, partage-le au plus grand nombre, c'est super important. J'espère que tu as pu apprendre beaucoup de choses. N'hésite pas à le réécouter, hein. Il y a beaucoup d'informations. Tu vas retrouver aussi pas mal de livres, pas mal de lectures, d'articles, podcasts aussi sur le descriptif de l'épisode qui pourront t'aider. On se retrouve pour les 2 prochains épisodes. En attendant, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao ciao.